Ça m'a donné un grand coup. J'avais des enfants de cet âge-là. C'était un bambin innocent. Griselda m'a dit, oublie ça, au moins on l'a eu. Elle n'était pas désolée de ce qui s'était passé. Elle s'en fichait complètement. Les Colombiens étaient sauvages dans leur façon de faire, mais elle les surpassait tous. Les gens commençaient à en avoir assez, pas seulement aux États-Unis, mais en Colombie aussi. Tout le monde leur disait que cette femme était déchaînée et qu'elle compromettait tout le trafic. Les Ochoa lui ont transmis le message de s'en tenir aux hommes impliqués et de ne pas faire d'innocentes victimes. Les Colombiens ne souhaitaient qu'une chose, qu'elle se tienne le plus loin possible de Miami. Elle se faisait critiquer de toutes parts, mais elle envoyait tout le monde promener en disant « Je fais ce que je veux ici. Si ça ne leur plaît pas, qu'ils me tuent. » J'entendais Rafa discuter en espagnol quand j'étais chez lui. Il disait « Cette salope a encore fait ça. Qu'est-ce que je vais faire ?» Je savais qu'il appelait les Colombiens pour leur demander « Que voulez-vous que je fasse ?» Elle finissait toujours par s'en sortir, mais elle aurait déjà dû mourir depuis longtemps. Riverita est devenu l'homme de main préféré de Griselda. J'étais son responsable de la sécurité, en quelque sorte. J'étais le seul à savoir où elle habitait. La plupart des rencontres avaient lieu chez Rafa ou chez Max. J'ai d'ailleurs rencontré Max pour la première fois chez lui. J'avais accompagné Griselda. Je ne l'ai jamais aimé. Je disais à Griselda de ne pas faire confiance à ce salaud. Je lui ai dit, si tu ne te méfies pas de lui, il va te faire jeter en prison. La prochaine fois que je le croise, je le tire. Mais il le disait à Rafa, et tout le monde le protégeait. Rafa me disait que Max était son compadre, qu'il aille se faire foutre. Je vais tuer cet enfant de pute. Max m'a dit, tu veux me tuer? J'ai répondu, pas maintenant, mais un jour. Il inspirait le respect avec son ton autoritaire, ses armes et son entourage. Il était toujours accompagné de plusieurs gars. Il avait l'air de quelqu'un d'important. Je n'en mettais pas plein la vue. J'avais une maison à Palm Beach, une maison à Sainte-Augustine et 2 maisons à Chicago. J'avais un tas de voitures. J'en achetais à ma femme et à mes maîtresses. Quand on mène ce genre de vie, il faut avoir quelques petites amies. Dès que je voyais quelque chose qui me plaisait, je l'achetais. Je ne me souciais pas du prix. Il avait un côté vedette. C'était un gars séduisant qui parlait anglais et qui avait beaucoup de charisme. C'était pour ça qu'elle m'aimait autant. J'ai grandi dans ce pays. Je ne devais pas traverser l'océan pour travailler dans la rue. Même s'il avait probablement commis plus de meurtres que quiconque. Je venais d'une bonne famille, mais j'ai grandi dans les rues de Chicago. J'ai toujours été un mauvais garçon. Un meurtrier sans scrupules. Pour tout vous dire, je ne l'aimais pas beaucoup. Parce qu'il se vantait de ses meurtres. Une fois, j'ai baissé ma vitre et j'ai tiré un type dans le visage avec un Mac 11. Je ne veux pas entendre de choses du genre « on a tué ce gars-là » ou celui-là. Je tuais n'importe qui aux États-Unis ou en Europe. Ils m'envoyaient n'importe où. Je ne veux pas les entendre se vanter de quoi que ce soit. J'étais le meilleur aux États-Unis. Le meilleur. C'était troublant. Parce que c'était l'homme de main de cette femme ou je ne sais trop. De 1982 à 84, c'était presque exclusivement lui qui commettait les meurtres pour Griselda. J'avais la réputation de toujours arriver à mes fins. Et je rattrapais à tout coup ceux qui essayaient de m'échapper. C'était lui qui collectait les dettes de drogue. Ses clients lui disaient souvent qu'ils avaient besoin d'un délai. Elle leur répondait, si tu n'es pas ici demain, je vais envoyer vite chercher. Non, on l'envoie pas. Alfredo Lorenzo achetait de la drogue de Griselda Blanco. Griselda m'a dit de leur livrer 5 kilos de cocaïne. Chaque kilo coûtait 50 000 $. Un total de 250 000 $. Elle lui vendait de la cocaïne à crédit. Voici comment Griselda opérait. Elle lui a demandé combien de temps il avait besoin pour la payer. Il lui a dit 1 semaine. Elle a répondu d'accord, je te donne 2 semaines. Au bout de ces 2 semaines, elle ne voulait plus son argent. Elle voulait sa peau. Rivy est allé chercher l'argent. Je me suis présenté chez lui pour le collecter. Il a inventé un tas d'excuses. Dis-lui de me donner un peu plus de temps et je vais la rembourser. J'ai rien dit. J'ai eu pitié de lui. Rivy s'est rendu compte qu'Alfredo Lorenzo lui disait n'importe quoi et c'est ce qu'il a raconté à Griselda. Et elle m'a dit, bah tu sais quoi faire. Elle avait signé son arrêt de mort. Avec Griselda, si vous ne payez pas, vous étiez mort. Même la mafia a un certain code d'honneur. Les Italiens se demandaient comment faire pour obtenir leur argent. Ils réduisaient peut-être le gambouillis, mais ils s'en remettaient. 3 semaines après, il était guéri.
Avec les Colombiens, il n'y avait pas de raclée. Les Latins ont le sang chaud. Ils réfléchissent pas avant d'agir, mais le contraire. Ils pouvaient tuer une famille entière et ensuite se dire « Oh mon Dieu, j'ai merdé. Comment faire pour avoir mon argent maintenant ?» Mais c'était trop tard. Ce n'était pas une question d'argent, c'était pour imposer le respect. N'essaie pas de m'avoir, sinon je vais te tuer, ou je vais te faire tuer. Elle leur a dit tuez-le, et ils l'ont fait. Miguel se tenait à ma droite et Oscar Murillo, Nianto, à ma gauche. J'ai frappé à la porte. Dès qu'Alfredo a ouvert, je lui ai enfoncé mon revolver dans les côtes. Je lui ai fait signe de se tenir tranquille et je lui ai demandé où était sa femme. Dans la cuisine, en train de faire à manger. Je suis allé la chercher. Elle m'a dit « Je ne sais pas ce qui va se passer, mais je vous demande seulement une chose. Ne faites pas de mal à mes enfants. » 3 enfants, 2 filles et un garçon. Des fillettes de 6 ans et 4 ans, je crois, et un petit bébé. Je lui ai dit que je ne ferais pas de mal à ses enfants. Quand Griselda m'a donné l'ordre de tous les tuer, je me suis dit que j'allais seulement le tuer lui. Je parlais à sa femme quand j'ai entendu 2 coups de feu. Je savais ce que ça voulait dire. Miguel avait tué Alfredo. J'ai dit à Oscar de surveiller la femme, que j'allais revenir. Je suis allé rejoindre Miguel dans l'autre pièce et je lui ai demandé « C'est fait ?» Il m'a dit oui. Tout à coup, j'ai entendu un hurlement et une rafale de tirs. Je suis retourné dans la cuisine. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a essayé de me sauter dessus. Oscar a tiré. Elle a reçu 10 ou 15 balles dans la poitrine, mais elle était encore en vie. Elle faisait de drôles de bruits et du sang coulait de sa bouche. Elle agonisait. J'ai pris le revolver de Miguel, un 380 avec un silencieux, et je l'ai achevé en lui tirant 2 balles derrière la tête. Je voulais mettre fin à ses souffrances. Je me suis dit qu'il fallait se tirer de là, mais Miguel a dit non. Griselda m'a dit tuer tout le monde dans la maison. Qu'est-ce que tu racontes? Il reste que les enfants. Il m'a dit qu'il allait tuer les enfants. J'ai refusé. Non, tu feras pas ça. Il m'a répondu qu'elle lui avait promis une plus grosse somme s'il tuait les enfants. J'ai répété, il n'est pas question de tuer les enfants. Il s'est dirigé vers eux et j'ai sorti mon arme en disant « Tu vas sortir de cette foutue maison ». Miguel était furieux. Il faut tuer la petite fille. J'ai dit « On sort d'ici ». Je les ai obligés à sortir à la pointe de mon arme. Alfredo et Grisel Lorenzo ont été trouvés morts en juin 82 dans leur maison. C'était une modeste demeure du quartier Rhodes de Miami. En 1982, je venais de me joindre à l'escouade du Santac. J'ai reçu un appel de Nelson Andrew, qui était enquêteur aux homicides à Miami. Les corps se trouvaient dans 2 pièces différentes. Les meurtriers avaient laissé les enfants dans la maison avec leurs parents morts. Les 2 fillettes et le petit garçon se tenaient près du cadavre ensanglanté de leur mère dans la maison. Elle nous a payés et je lui ai raconté ce qui s'était passé. Je lui ai dit qu'on n'avait pas touché aux enfants. Elle était fâchée. Elle m'a dit qu'elle avait donné l'ordre de tuer tout le monde. Et quand elle disait tout le monde, ça comprenait les enfants. Je lui ai répondu que j'avais pris la décision de ne pas les toucher. Elle m'a demandé pourquoi. Parce que ce sont des bambins. Après la mort de Johnny Castro, j'imagine qu'elle s'est habituée à tuer des enfants. Elle aimait la violence. Elle parlait toujours de ça. Il faut se débarrasser d'un tel et d'un tel. Elle y prenait un malin plaisir. Elle a déclaré la guerre à Paco Mejia. Des années plus tôt, il avait travaillé comme homme de main pour Griselda. Apparemment, il l'a volé et la guerre a éclaté entre eux. Homicide investigators learned several weeks ago that a big shipment of cocaine worth several $1 million from Colombia never arrived here. Police say it was headed to New York City. Elle ne pardonnait jamais ce genre de choses. Je suis parti à New York pour tuer tous ceux qui travaillaient pour Paco Mejia. Tous ces hommes. Il n'y avait plus de règles qui tenaient. De ceux qui cachaient la drogue aux tueurs à gages, 11 personnes sont mortes. 11 personnes. On se trouve au centre commercial des Amériques, qu'on appelait le centre Pan American en 81. En arrivant au centre commercial, j'ai ramené les voitures où ils le voulaient. C'est ici qu'Octavio Mejia a été assassiné. C'était le père de Paco. Ils lui ont tendu une embuscade à la sortie du centre commercial. Il a été atteint de plusieurs coups de feu tirés par différents tireurs. Plusieurs personnes étaient en colère parce qu'ils prétendaient qu'Octavio n'avait rien à voir dans le conflit entre Paco et Griselda. On l'a reproché à Griselda. Elle s'est fait encore plus d'ennemis, mais elle s'en fichait. En fait, elle aimait ça.
Mais je savais pas que son fils Paco était là. Il attendait son père dans la voiture devant le centre commercial. J'étais furieux de l'avoir raté. Mais je savais que j'allais réussir autrement. J'ai appris qu'il avait une nouvelle maison à Killian Parkway. Griselda m'a dit, cette fois-ci, tu ne manqueras pas. J'ai répondu non, je vais faire sauter toute la maison. Qu'est-ce que tu veux dire? Je vais faire sauter une bombe et tuer tout le monde. J'avais 200 bâtons de dynamite. Ça a été une terrible explosion. Le toit s'est envolé et la maison a été littéralement pulvérisée. Les voisins se demandaient ce qui avait cassé les vitres de toutes les autos du coin. J'espérais qu'ils trouvent des corps dans la maison, mais j'avais encore raté mon coup. La maison était vide. C'était seulement un chapitre de plus dans le conflit entre Griselda Blanco et Paco Mejia. 2 semaines plus tard, on a appris que Paco Mejia prenait le prochain vol pour Miami et qu'il était seul. Griselda m'a dit, on va la voir à l'aéroport. Tu t'en occupes. Elle a fouillé sous la table et elle m'a tendu une baïonnette de 15 cm. Je veux que tu le tues avec ça. Elle voulait que je le poignarde à mort. Je lui ai dit, c'est quoi cette histoire? On change de style? Il était surnommé le porc et elle voulait le tuer comme un porc. Elle m'a offert $1 demi-million pour le tuer dans l'aéroport. J'ai refusé et elle m'a demandé pourquoi. J'ai dit non, c'est une mission suicide. Je ne fais pas de mission suicide. Mermelstein et Riverita lui ont vivement déconseillé cet étrange meurtre. Je n'entrerai pas dans l'aéroport pour poignarder ce gars parce que je ne vais pas aller en prison. Trouve quelqu'un d'autre. Elle m'a dit, j'ai déjà trouvé. Je lui ai demandé qui, et elle m'a répondu Miguel Pérez, Miguelito. Miguelito était un Riverita sans classe. Miguel m'a déjà dit que si la paye était bonne, il serait prêt à entrer dans la Maison Blanche pour tuer le président. Voici une photo de lui peu après son arrivée à bord d'un bateau pendant l'exode de Mariel en 82. C'est l'un des gars les plus effrayants que j'ai rencontrés au cours de ma carrière. Les Marielitos avaient la réputation de n'avoir peur de rien. Il était plus intimidant physiquement que Rivi. Il était plus costaud et plus fort. C'était le genre de gars qu'on regardait en se disant « Il peut perdre la tête et me tordre le cou n'importe quand ». J'en ai parlé à Miguel et il était d'accord. Il m'a dit « Oui, je vais le faire, ils vont me donner $250 000 et une maison si je le tue dans l'aéroport. » Je lui ai dit que s'il le faisait, j'allais l'aider. Miguelito a tout de suite accepté de le faire. La seule chose que je vais faire pour toi, c'est te montrer Paco quand il va arriver. Il connaissait son numéro de vol. Il l'attendait. Paco est arrivé comme prévu. Il s'attendait pas à ce qu'un noir lui saute dessus. Au moment où il a franchi les douanes, un homme a surgi avec une baïonnette. Miguel est arrivé par derrière, il l'a saisi par le cou et il s'est mis à le poignarder. À de multiples reprises, avec une baïonnette. J'ai compté 6 ou 7 coups. Dans l'aéroport, tout le monde était bouche bée, comme ça, en état de choc. Personne n'osait broncher. Il a laissé tomber la baïonnette et s'est enfui en courant. C'est là que tout le monde s'est mis à hurler. Les policiers se sont précipités sur les lieux et les témoins leur ont montré dans quelle direction Miguel s'était sauvé. Ils l'ont tout de suite rattrapé. L'un des policiers a plaqué Miguel. Il est tombé à 1 mètre de moi. Il m'a vu et il m'a supplié du regard. Je lui ai fait non de la tête. Je pouvais rien faire. Il y avait des policiers partout. Ils l'ont arrêté et je suis parti. C'était insensé. L'aéroport était bondé de policiers, même à l'époque. Il y en avait partout. C'était complètement fou de penser réussir à leur échapper. Il s'est fait pincer, évidemment. C'était tout à fait le genre de Miguelito. Il ne réfléchissait pas. Il avait un boulot à faire ou un gars à tuer, il le faisait. Paco a survécu. Miguel a été condamné à 15 ans de prison pour tentative de meurtre. Je n'ai jamais revu Miguel. À ma connaissance, ça a été le dernier épisode de la guerre entre les Mejia et Griselda Blanco.